merci à Laurent, merci à Frédéric pour cet accueil. Alors, comment dire ça, j'introduis un peu mon titre parce qu'il est codé. Comme vous le voyez sur la table, la ménagère de moins de 50 ans a fait les soldes, parce que le titre c'est Introduction au petit Platon. Et le petit Platon, en fait, c'est ça. Donc, c'est une collection qui a été bradée parce que la maison éditrice souhaitait faire de la place. Et donc, on est quelques familles de la Réunion à avoir voilà, acheté tout le stock. Bon. Et alors, l'idée initiale de la conférence, c'était de prendre le volume des petits Platons sur Platon, et puis de partir de là. Voilà. Alors, j'ai interprété ça autrement. Non, pour tout vous dire, c'est la stagiaire qui s'est plantée dans sa commande et qui ne l'a pas envoyée. Ah bon, alors, donc il y a bien un volume. Ah, mais c'est formidable. Alors, bon, j'ai interprété ça autrement. Je me suis dit, il n'y a pas de volume sur Platon dans les petits Platons. Il y a 3 volumes sur Socrate, je ne sais pas si on les verra là. Et je dis, bon, à la fois c'est tout à fait normal, parce que chacun sait bien que que Platon est le disciple absolument le plus important de Socrate. Enfin, c'est celui par qui on connaît l'œuvre et la vie de Socrate. Et puis en même temps, bah non, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, puisque tous les gens sont à peu près d'accord pour dire que la philosophie de Platon n'est pas tout à fait celle de Socrate, et que la philosophie de Platon est bien la philosophie de Platon, et que bon, on peut distinguer les deux, le travail de Socrate et ses propositions, et le travail de Platon et ses propres positions. Donc ce soir, on parle de Platon. 3 moments. Platon et la philosophie. Ça, c'est le titre, donc voilà, c'est obligatoire. Platon et la philosophie. Ensuite, Sortir de l'ombre. J'ai repris les titres au fond sur Socrate, là. Sortir de l'ombre, et on verra à quel point c'est un très très bon titre. Et puis, Tomber amoureux, parce qu'il y a aussi un volume sur Socrate tombe amoureux, et on verra que Platon est un penseur de l'amour. Alors, Platon et la philosophie, c'est parti, il y a plusieurs choses à dire. On retient, et on n'a pas tout à fait tort, et au fond je voudrais m'inscrire dans cette ligne-là, que Platon est le fondateur de la philosophie. Bon. Alors, il faut l'entendre correctement et pas tout à fait de la manière dont on l'entend d'habitude. C'est-à-dire que Platon n'est pas du tout le premier à produire une philosophie, au sens à produire un système philosophique, une explication cohérente du monde. Il y a bien des auteurs avant lui. Platon se distingue parce que c'est un miracle éditorial. C'est quelqu'un dont on a toutes les œuvres, ce qui est presque unique dans l'Antiquité. Mais il y a des Parménides, des Héraclites, des Thalès, des Zénon d'Élée. Donc il y a plein de gens avant Platon. Plein de gens avant Platon qui font de la philosophie, qui sont philosophes, et difficile d'ailleurs de comprendre parfaitement Platon sans avoir une connaissance, alors la meilleure possible, parce que comme il ne reste pas grand-chose de ces gens-là, on ne sait pas grand-chose, mais difficile d'avoir une connaissance de Platon sans avoir une connaissance de ces gens qui précèdent. Voilà. Donc, au sens où Platon serait le premier à écrire la philosophie, il n'est pas vrai qu'il soit premier philosophe. Par contre, c'est vrai en un sens assez différent, c'est que Platon pose le geste fondamental peut-être de la philosophie, qui est celui de s'affronter, et vraiment directement, frontalement, à des anti-philosophes. C'est-à-dire il s'affronte à la négation même de la philosophie. Et c'est pour ça qu'il est si important, si fondateur. C'est un geste originaire, parce qu'il est le premier à le faire, enfin il suit Socrate, mais il est quand même le premier à le faire. Et c'est un geste fondamental, parce que c'est un geste qu'au fond, l'histoire de la philosophie va reprendre à travers les siècles.
Il y a des anti-philosophes, on va en parler, exactement comme il y a des trous noirs qui font disparaître la matière, il y a des anti-philosophes qui font disparaître les philosophes. Et Platon, alors pour l'instant je parle par mystère, mais vous en faites pas, ça va s'éclaircir. Platon est quelqu'un qui prend beugne à beugne, comme on dit à Lyon, ces anti-philosophes et qui va les affronter. Et c'est un geste tout à fait héroïque. Alors, bon voilà, trêve de mystère, de quoi on parle. Qui sont ces anti-philosophes? Alors, il y a deux termes pour les désigner. Ce sont les sophistes et ce sont les sceptiques. Et en réalité, les deux se ressemblent. Ils ont en bonne part les mêmes idées. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un sophiste? Qu'est-ce qu'un sophiste? Un sophiste, c'est un sceptique. Pardon, il y a les sophistes, j'espère que je ne me suis pas trompé, il y a les sophistes et les sceptiques. Sophistes et sceptiques, c'est ce que j'ai dit. Bon. Les sophistes sont des sceptiques qui ont mal tourné. Ce sont des sceptiques, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent à la manière des sceptiques que la connaissance n'est pas possible, qu'on ne peut rien connaître, que si on pouvait connaître, de toute façon, on ne pourrait rien exprimer. Donc la philosophie est peine perdue. Et c'est bien le contexte véritablement important dans lequel Platon travaille, c'est-à-dire un contexte dans lequel une foule de gens considèrent pour des raisons... le fondateur est là... considère pour des raisons qui sont bonnes ou mauvaises, on pourra essayer de voir, mais qu'on ne peut rien connaître, que ce n'est pas la peine de s'acharner. Et il y a deux manières de prendre position par rapport à ça. Soit je suis du côté sceptique, et je dis on ne peut rien connaître. Et je dis, dans ce cas, je suspends mon jugement et je deviens sage. Enfin, je deviens sage parce que, justement, je suspends mon jugement. C'est-à-dire, c'est assez compliqué, je mets fin en moi au désir de vérité, au désir de savoir. Bon, c'est une ascèse. Bon. Et je fais partie, vraiment, des gens qui appartiennent à une école de sagesse, voilà, et qui professe une suspension du jugement qui devrait mettre fin à un trouble qui est l'appétit pour la connaissance. Bon. Ça, c'est la solution sceptique. C'est-à-dire que oui, on ne peut rien connaître. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais alors si on ne peut rien connaître, comment peut-on connaître qu'on ne peut rien connaître? Oui, bon, voilà. Donc on peut aller leur chercher des poux dans la tête à ces gens, mais disons qu'on ne peut rien connaître, mais je suspends mon jugement. Le sophiste, lui... dit on peut rien connaître mais c'est pas grave du tout, l'important c'est de se faire une bonne place dans la cité et l'important c'est de tenir ce que les sophistes appellent le discours terrassant, c'est-à-dire le discours qui va l'emporter, le discours par lequel je vais devenir quelqu'un d'important. Donc on peut rien connaître mais vraiment c'est pas important, je vais te donner moi les moyens, moi qui suis un sophiste, je vais te donner les moyens d'être quelqu'un dans la cité, de convaincre, de persuader, de mettre une foule dans ta poche. Et si la foule est dans ta poche, ça tournera bien pour toi. Bon. C'est grâce à moi que tu deviendras quelqu'un d'important dans la cité. Et à l'époque de Platon, la sophistique est une discipline. Enfin, il y a des professeurs qui se trimballent de cité en cité et qui vendent leurs leçons pour apprendre aux jeunes gens l'art de discourir, l'art de faire de beaux discours qui claquent, si j'ose dire, et qui permettent de se distinguer sur l'agora ou dans tous les espaces où on prend la parole. Et dans la cité athénienne, les espaces où on prend la parole sont importants et on n'a pas intérêt à se louper forcément. Il faut bien parler quand on est devant un tribunal, il n'y a pas d'avocat, et on est en procès souvent. Il faut bien parler lorsqu'on parle à ses concitoyens pour les convaincre, bon, etc. Les réputations se font et se défont par la parole. Ce qui est tout à fait bouleversant d'une certaine façon, parce que c'est là où l'éducation commence. L'éducation à notre manière, ça commence. Il ne suffit pas d'apprendre à son fils à lancer le javelot ou à monter à cheval, mais aussi lui donner les moyens d'être un beau parleur. Bon. Voilà. Donc ça c'est l'éducation sophistique, mais les sophistes ont ce qu'on appelle
une philosophie en fait, une ontologie qui fonde leur pratique sophistique, c'est-à-dire ils disent au fond tout n'est qu'apparence et ces apparences sont contradictoires. Bon voilà, donc on peut dire une chose et son contraire, on peut dire cela et l'inverse de cela. Et donc, l'important pour le sophiste, c'est de savoir, puisque je peux dire une chose et son contraire, puisqu'on peut répondre non pas oui ou non, mais oui et non. Et oui va aussi bien que non, on peut dire oui et on peut dire non, on peut dire les deux en même temps, les deux à la fois. Pour le sophiste, ce qui est important, c'est de savoir que faut-il dire ici et maintenant, c'est-à-dire dans la situation où je suis, face à cette assemblée là maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Donc il faut chercher au fond la thèse qu'il faut défendre là maintenant. Et je peux être devant cette assemblée et tenir cette thèse-ci, et puis demain, dans une autre assemblée, tenir la thèse inverse. Bon, voilà, parce que le moment l'exige. Alors, voilà, c'est ce qui fait la différence entre les sophistes et les sceptiques. Donc les sophistes dissimulent leur scepticisme en fait. Hein. Ils ne professent pas qu'on ne peut pas savoir, ils défendent la thèse qui les arrange, tout en sachant bien de part en eux-mêmes, si on veut, qu'il n'y a pas plus de vérité dans cette thèse que je défends que dans l'autre que j'aurais pu défendre. Et donc c'est dans ce contexte que travaille Platon. Donc c'est vraiment important de se dire qu'au fond, c'est un fondateur de la philosophie qui vient presque à son terme quand la philosophie n'est plus possible, quand on désespère la philosophie, et qui va dire si, on peut atteindre le vrai. On peut atteindre le vrai. Alors, au fond, il y a une image, mais alors, c'est une image que je fréquente, moi, de par ma vie professionnelle, mais le sophiste, l'élève de terminale est parfois mauvais sophiste, c'est-à-dire, il est mauvais sophiste au sens où c'est un sophiste honnête qui va dire à la fin de sa copie, de toute façon, tout dépend des fois, tout dépend des cas, et puis chacun dira bien ce qu'il veut. Bon. Ce qui est très agaçant pour le professeur de philosophie, on a envie d'étrangler quelqu'un comme ça. Et c'est d'autant plus agaçant que c'est pas forcément le mauvais élève qui va s'y prêter. Ça peut être le bon qui fait une bonne copie, comme si vraiment cette thèse sophistique qui est honnêtement déclarée ici, on ne peut rien connaître et chacun dira ce qu'il voudra bien dire et puis chacun a raison de toute façon, on peut dire ça mais ça aussi et puis bon, comment trancher, ça peut être la bonne copie qui défend cette thèse-là, comme si véritablement c'était le cri du cœur, quoi. Et il faudrait prendre ça au sérieux, c'est-à-dire que Platon, là où il est fort, c'est qu'il prend la position sophiste au sérieux. Parce qu'après tout, on devrait dire, l'élève, même s'il m'insupporte, n'a pas tort. Après tout, effectivement, on peut dire ça, et puis l'inverse de ça, et puis bon, comment se mettre d'accord. Bon. Sauf que si on lui donne raison, la parole perd de son importance. Parce que si la parole devient incapable de dire le vrai, bon voilà, à quoi bon parler? Enfin, ce qu'on attend d'un discours, c'est qu'il nous dise quelque chose de l'aide, c'est qu'il nous dit quelque chose du vrai. Donc difficile de supporter, enfin voilà, moi c'est mon côté non sceptique, enfin non sage encore, difficile de supporter le discours qui s'assoit sur l'exigence de vérité. Bon. Et alors Platon ne va pas s'asseoir sur l'exigence de vérité, et il va dire, bon, eh bien, on peut dépasser les contradictions des apparences, hein, on peut dépasser les contradictions inhérentes au monde sensible, à condition de penser un ordre où ces contradictions disparaissent. Il faut penser un ordre de l'être où ces contradictions disparaissent. Et donc là, on va entrer dans l'analyse de la philosophie platonicienne, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle son ontologie, c'est-à-dire quel est le discours de l'être
quelle est la thèse que Platon défend sur l'être même. Et c'est une thèse qui va déchirer l'être en deux, c'est-à-dire qui va dire qu'il y a une hétérogénéité de l'être, il y a l'ordre du sensible, l'ordre des apparences, mais il y a un autre ordre que l'ordre des apparences, que l'ordre du sensible, et dans cet ordre-là, les contradictions s'évanouissent. Voilà. Alors, pour entrer là-dedans, il faut sortir de l'ombre. Et donc, je passe à mon deuxième point, pour ceux qui suivent mon plan. Vous voyez, la philosophie doit s'affronter à son ombre, parce que son ombre, au fond, c'est sa propre négation. Et sa négation, elle est là très présente dans le discours sophistique et dans le discours des sceptiques. Mais pour échapper à cette ombre, pour nier sa négation, si on veut, pour survivre dans la négation de sa négation, il faut qu'elle sorte de l'ombre. Bon. Et donc, je reprends le titre, c'était Socrate sort de l'ombre. Mais je ne le vois pas, je suis déçu, parce que je ne l'ai pas apporté. Je ne l'ai pas lu non plus, hein. J'en ai lu aucun. Mais ma femme a fait l'expérience avec l'un de nos enfants, ça marchait pas mal. Non, mais il n'y a pas... Voilà, vous lirez, Socrate sort de l'ombre. Et le titre est excellent. Vraiment, le titre est excellent parce que Platon, c'est vraiment cela. Et là, Platon résume toute la philosophie, vraiment. À la fois sa volonté, son destin, pour le meilleur, diront la plupart, pour le pire, diront quelques-uns, la volonté de se tenir sous le soleil, la volonté de se tenir sous la lumière. S'il y a bien une volonté inhérente à la philosophie, et cela depuis vraiment son... Là, pour le coup, c'est quand même un point de départ platonicien. C'est de sortir de l'ombre et de se tenir pleine face dans la lumière. Ouais. Accéder à la clairvoyance la plus totale en montrant la lumière. Voilà. Ne pas se tenir dans l'ombre. Dans l'ombre, celui qui brille l'emportera. Mais Platon veut montrer la lumière et nous inviter à nous tenir sous la lumière. Donc c'est une philosophie de la lumière, c'est une philosophie, je vais partir de là, je pourrais faire un schéma, mais comme j'ai pas de tableau, je ne fais pas de schéma, mais vous allez l'avoir dans votre tête. C'est pas trop compliqué. Il faut partir du soleil. Le soleil, ce par quoi je vois les étangs, ce par quoi les choses me sont données à voir, et aussi, d'une certaine façon, ce par quoi elles sont. Parce que le soleil est principe de vie. Donc principe, pour ceux qui aiment le sabir philosophique, principe épistémologique, principe de connaissance, ce par quoi je peux connaître, et principe ontologique, ce qui est au principe même de l'être. Bon. Alors, le soleil chez Platon est une image. C'est une image d'une réalité qui est la réalité suprême, qui est la réalité plénière, et qui est le bien. Bon. Au-dessus de tout, en principe des principes, si vous voulez, il existe un principe au-dessus de tous les principes qui est le bien. Bon. Ce bien est, dit Platon dans La République, au chapitre 6, il est au-delà de l'être. Bon. Il est au-delà de l'être, et donc il est au-delà de la connaissance. Bon, donc je ne peux en parler qu'à l'aide d'images. Et l'image adéquate, correcte du bien, c'est le soleil. Bon. Alors, pourquoi dit-il le bien ? Alors, ça c'est un peu une colle. En même temps, c'est très intéressant puisqu'on verra qu'au fond, si le bien est au-delà de l'être et s'il englobe tout d'une certaine façon, je devrais pouvoir dire que tout est l'image du bien, tout est à l'image du bien. Sauf que Platon, j'espère que chacun d'entre vous pourra le saisir, ne parvient pas en fait à poser
cette thèse-là, qui est une thèse métaphysique, qui est la réversibilité de l'être et du bien. C'est l'idée que tout est bien, finalement. Bon. Et Platon, pour des raisons qu'on verra, ne parvient pas à penser cette réversibilité de l'être et du bien. Réversibilité qui sera pensée de façon absolument centrale dans la philosophie, ce qu'on appelle scolastique, quoi, du Moyen-Âge, bon, qui pensera à la réversibilité de l'être et du bien. Mais bon, Platon dit, voilà, il y a le bien, il est au-delà de l'être, il est inconnaissable, je ne peux l'atteindre que par le biais de l'image, d'une image, qui est l'image du soleil, donc le bien, je suis sous la lumière du bien. Bon. Alors, en dessous du bien, le bien est principe de quoi? Le bien est principe des idées. Si vous avez quelques souvenirs quelques souvenirs de philosophie dans votre vie, vous avez entendu parler que Platon est un théoricien des idées. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ces idées? Eh bien, c'est la réalité primordiale, si vous voulez, d'où dérive la réalité dérivée. Platon est quelqu'un qui, comme bien des gens à la même époque, désire distinguer le primordial du dérivé. Et ce qui est primordial chez Platon, ce sont les idées. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de gestes courageux, contradictoires, et donc on aura bien du mal, si on fait l'analyse, à trouver une définition correcte du courage, mais il y a, au-delà, par-delà la multitude des gestes courageux, une idée du courage. Et tous les gestes courageux participent de cette idée du courage. C'est cette idée très étrange auquel Platon va tenir jusqu'au bout, jamais il la lâchera, parce qu'il y tient vraiment, que les réalités sensibles participent de ce qu'il appelle les réalités intelligibles, donc participent des idées. Donc tous les actes courageux sont des images, des copies, des dérivés de l'idée même en soi du courage. Bon. Et ça marche pour tout. Voilà, tout ça fonctionne. Alors on s'est beaucoup moqué, mais alors pour les actes justes. Mais tous les arbres participent de l'idée d'arbre, tous les hommes participent de l'idée d'homme, etc. etc. On atteint le rêve de la philosophie, on atteint l'universel, l'immuable, l'éternel. Les idées sont immuables, sont éternelles, sont universelles. Et au fond, la philosophie se donne dans son envoi platonicien comme une science des idées. Mais attention, une science des idées avec un grand I, ou ce qu'on dira en latin plus tard, une science des essences. Bon. Donc le but, c'est pas de décrire tel ou tel acte courageux, mais de dire ce qu'est l'idée même du courage, ou de dire ce qu'est l'idée même de la justice, ou de dire ce qu'est l'idée même de l'homme. Donc tout ça, c'est très sympathique et très important pour la philosophie, parce qu'on donne à la philosophie un objet. On donne à la philosophie un objet que sont les essences même des choses. Et alors, ça fonctionne avec l'idée vraiment de l'original et de la copie. C'est-à-dire que le monde sensible est un monde copie d'un monde intelligible. Il y a un rapport du modèle à la copie. Et je comprends la copie en la rapportant au modèle, et la copie est la copie du modèle. Et la copie de la copie, et même la copie de la copie de la copie, serait encore une référence au modèle, si vous voulez. On peut descendre à tous les degrés grâce à ce modèle de l'imitation, au fond, de la copie, voilà, du modèle et de la copie. Et Platon dit ça textuellement. Il y a des textes impressionnants où il dit, voilà, il y a le lit en soi, il y a le lit que fait l'artisan, il y a le lit qui est dans la chambre des enfants, et puis il y a le lit, l'image du lit. Voilà, bon. Donc le lit intelligible, le lit qui est réalisé par l'artisan, et puis le lit réalisé par le peintre ou par le dessin d'enfant. Donc si on reprend mon schéma, au-dessus, c'est une ligne en fait, c'est une ligne. C'est plus un segment qu'une ligne. Au sommet du segment, au sommet du segment, le bien. Tout de suite en dessous, les idées, le monde intelligible. On coupe en deux. En dessous des idées, le monde sensible. Alors, et voilà. Et le monde platonicien, c'est un monde qui se divise entre le monde intelligible d'un côté, en haut, et puis le monde sensible en bas. Et l'un est à l'image de l'autre. Voilà. L'un est le dérivé de l'autre.
Voilà. Alors, on pourrait couper en deux encore le monde intelligible, mais je vous épargne. Et on peut couper en deux le monde sensible. Là, c'est pas très difficile. Il y a les réalités sensibles et puis les images des réalités sensibles, c'est-à-dire les reflets. Les images peintes. Et Platon commence à comprendre l'image à partir de la copie. Alors, c'est mal barré pour donner un statut à l'art, parce que si l'image n'est qu'une copie d'un original, on se demande bien à quoi ça peut bien servir d'avoir une copie de l'original. Oui, bon. Donc c'est pas chez Platon qu'on trouvera de quoi sans doute penser sérieusement l'art, si ce n'est comme une copie inutile, quoi. Bon. Et dans la cité platonicienne, il ne fait pas très bon étant l'artiste. Bon, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la ligne. Hein. Vous avez toute l'ontologie de Platon, là. Le monde intelligible d'un côté, le monde sensible de l'autre. Donc l'être est hétérogène. Voilà, le monde intelligible est intelligible, mais pas sensible. Le monde sensible, lui. Alors, justement, il est sensible, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que le monde sensible se distingue du monde intelligible? Et là, on va tomber sur un truc très 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 important. Qu'est-ce qui fait que le monde intelligible se distingue du monde sensible? La réponse, le monde sensible est matériel. Ah oui, le monde sensible est sensible, c'est-à-dire matériel. Et c'est... Ouais, le lit sensible est un lit fait de matière. C'est ce que Platon appelle la chora, enfin le réceptacle parfois, on traduit ça par réceptacle. Alors, pourquoi c'est important? Parce que chez les Grecs, la matière est un principe d'illimitation. C'est-à-dire que, donc si vous avez bien retenu le schéma, vous avez le bien, les idées, le monde sensible et la matière. Et la chose sensible, si vous voulez, la table, d'une certaine façon, elle participe et de la matière, ce qui est matériel, et du monde intelligible, parce que c'est une table. Bon, et toutes les tables participent de l'idée de table. Bon. Alors, pourquoi vous cassez la tête avec ce truc de la matière? Parce que c'est fondamental. Pour un grec, la matière est le principe du désordre. Le principe, on pourrait dire, du mal. Le mal n'est pas un problème pour un grec. Il y a de la matière. C'est-à-dire que on fait ce qu'on peut, mais au final, la matière restera un principe du désordre. Si vous laissez votre maison pendant 1000 ans, vous reviendrez, c'est un tas de ruines. Bon, pourquoi? Parce qu'elle est matérielle, et la matière tend d'elle-même au désordre, si vous voulez. C'est un principe d'illimitation. Donc il faut la limiter, mais il faut toujours la limiter. On a beau la limiter tant qu'on peut, tant qu'on veut, on n'y arrive pas. Ce qui nous permet de comprendre qu'il peut y avoir du tragique, mais le mal n'a pas de mystère, si vous voulez. Il y a de la matière, c'est comme ça, on fait avec. Et la matière, pour un grec, elle a toujours été là, elle sera toujours là, exactement comme les idées. Les idées ont toujours été là, ils sont toujours là, et la matière a toujours été là, elle sera toujours là. Bon. C'est la raison pour laquelle je vous disais que Platon n'arrive pas à penser la réversibilité de l'être et du bien. Parce que on n'a pas besoin d'aller bien loin pour identifier la matière au mal. Et c'est ce que vont faire tous les manichéens, par exemple, et même des disciples quasiment immédiats de Platon, chez Plotin. Et identifier la matière au mal, on voit très bien les conséquences. C'est que le corps est du côté du mal, que l'âme intelligible est du côté du bien. Vous voyez, toute la réalité sensible sera condamnée parce qu'elle est, contaminée par la matière elle-même. Bon. Et de cette affaire-là, au fond, on ne sortira pas avant un geste héroïque et révolutionnaire métaphysiquement, qui est un geste qui est posé par un platonicien dissident, qui connaît Platon, mais beaucoup moins que nous, parce que Platon n'a pas toujours été aussi connu, on n'a pas toutes les œuvres, qui est Saint Augustin. Saint Augustin, il doit être quelque part par là. Et Saint Augustin, sur sa table de travail, il y a Platon et il y a la Bible. La confession de Saint Augustin. Saint Augustin qui traîne dans sa jeunesse avec les manichéens qui sont des contempteurs du corps, va
affirmer cette chose tout à fait centrale pour nous, la matière est créée. C'est l'idée nouvelle en philosophie, 3e siècle après le Christ, d'une création ex nihilo de la matière. C'est parce que la matière est créée qu'elle est bonne. C'est parce que Dieu crée la matière, que parce qu'elle est créée, et parce que Dieu l'a voulu, elle est bonne. Et puisqu'elle est bonne, alors le corps n'est pas cette espèce de tombeau de l'âme dont il lui faudrait s'échapper le plus rapidement possible. Il ne faut jamais, même si on peut admirer Platon et on a raison de le faire, mais jamais perdre de vue tout de même les textes de toute l'Antiquité sur le corps constamment comparé à un tombeau dans lequel il est bon de s'échapper. Le Phédon nous raconte Socrate en train de mourir, en train de discuter avec ses amis, si au fond il n'est pas mieux là où il est que eux à leur place, quoi. Bon. Donc, cette idée que tout est bon dans le cochon, finalement, c'est une idée qui nous vient directement de saint Augustin. Tout est bon dans le cochon, proposition cardinale de la métaphysique, j'espère que personne n'en doute. Mais c'est vraiment un geste que ne fait pas Platon. Enfin, il ne peut pas le faire, il n'a pas les moyens de le faire. Parce qu'il lui aurait fallu penser, il aurait dû penser à une matière bonne, et c'est totalement pas dans la tête grecque de penser un truc pareil. Bon. Alors, l'homme, où est-il là-dedans ? Une fois qu'on a fait ce schéma, eh ben, il est au milieu. Vous reprenez mon schéma. L'homme participe à la fois du sensible, parce qu'il a un corps, et de l'intelligible, parce qu'il a une âme. Et donc, nous sommes à la croisée des chemins, à la fois du côté de l'intelligible, pleinement, du côté du sensible, pleinement. Bon. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est un peu plus fin, c'est-à-dire que si on opposait simplement l'âme et le corps, on ne comprendrait pas ce que vient faire une âme là-dedans. C'est-à-dire que Platon est héritier de toute une tradition de croyance en la transmigration des âmes, et donc l'âme, si elle était toute pure, toute intelligible et toute tournée vers l'intelligible, on ne comprendrait jamais pourquoi, comment a-t-il pu se faire qu'elle se soit embarquée avec un corps. Donc en réalité, la division chez Platon n'est pas la division entre l'âme et le corps, mais la division de l'âme elle-même. C'est l'âme qui est divisée en elle-même. Et le corps est plutôt le terrain, le champ de bataille plutôt, dans lequel l'âme va exercer ses divisions. Voilà, c'est le champ de bataille, qui peut être légèrement, abîmé par les combattants, si je me roule par terre, par exemple, lors d'une crise de nerfs. Voilà, c'est la division de l'âme avec elle-même que Platon a en vue, et non pas la division de l'âme avec le corps. Platon est d'ailleurs beaucoup plus loin que nous de la séparation stricte entre l'âme et le corps. Mais en tout cas, s'il y a une division, s'il y a un dualisme chez Platon, c'est un dualisme de l'âme. C'est-à-dire que vous avez une partie intelligible de l'âme, le nous, c'est ce qu'on appelle l'intellect, nous on va traduire ça par l'intellect, donc le nous, c'est la partie intelligible capable de saisir les intelligibles. Et puis vous avez la partie sensible de l'âme, l'épithumia, ou l'épithumias si on veut mettre au pluriel, le désir. Voilà. Et donc vous avez d'un côté le nous, de l'autre côté l'épithumia. Les désirs et l'intellect. Et donc hétérogénéité dans l'être qui se retrouve au sein même de l'homme. Ce qui fait que c'est vertigineux, puisque d'un côté je suis tourné vers l'intelligible, de l'autre je suis tourné vers les choses sensibles, multiples, diverses. Voilà. Et j'ai des désirs multiples, divers et illimités. C'est-à-dire que chez Platon, il n'y a aucune limite interne au désir. Il y a deux philosophies du désir.
Il y a la philosophie qui dit votre désir a une limite interne. Bon, vous l'avez perdue, mais il en a une. Vous pourriez la retrouver. Ça, c'est Épicure. Et puis la deuxième, elle dit votre désir n'a aucune limite interne, c'est foutu. Elle ne peut venir que de l'extérieur. Bon, elle ne peut être qu'imposée. Et donc vous avez à voir ce schéma assez classique d'une raison qui doit s'imposer, qui doit imposer sa forme au désir. Sauf que ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas entre la raison et le désir, entre l'intellect et le désir, un point intermédiaire qui permette une conciliation. Voilà. Parce que la raison est dans la tête, les désirs sont dans le ventre, et entre les deux, ça passe pas. Ils n'entendent rien, ils n'écoutent rien. Et donc, il faut un intermédiaire qui est chez Platon ce qu'il appelle le thumos, c'est la colère, l'ardeur, si vous voulez. Et la colère, c'est ce qui permet... la colère va, du moins c'est souhaitable, prendre, fait et cause pour la raison contre les désirs. C'est-à-dire que le thumos va s'allier au nous contre l'épitounia. L'ardeur va s'allier à l'intellect contre les désirs. Et à cette condition, je peux faire quelque chose de mes désirs, c'est-à-dire je reste pour l'instant dans un schéma assez grossier, mais pas tout à fait faux non plus, je peux introduire de l'ordre. Il faut que l'ardeur, que la colère viennent mettre de l'ordre dans les désirs. Alors comment Platon a l'idée de cela? Alors il nous raconte une histoire qui est assez drôle, assez bizarre aussi. Un homme, Léontios, marche du Pirée, c'est-à-dire c'est le port d'Athènes, jusqu'à la place d'Athènes. Il longe un mur. Derrière ce mur, il y a des cadavres. Bon. Il a envie d'aller voir. Donc, étrange désir. Mais on s'y retrouve quand on s'arrête, quand il y a une ambulance dans la rue. Bon, voilà. Notre désir est étrange parfois. L'objet de nos désirs sont étranges. Léontios sent ce désir-là très étrange naître en lui et ça l'insupporte. Et il se met en rogne, en rage contre ses désirs. Bon. Et là, Platon dit, il y a la raison qui ne veut pas. Il y a le désir qui veut, et puis il y a la colère qui peut qui se met d'ailleurs spontanément à l'écoute de la raison, parce que la colère étant dans la poitrine, elle se met davantage à l'écoute du nous. Voilà. Donc l'homme c'est pas facile d'être un homme, parce que l'homme est un attelage dans lequel, c'est vraiment l'image que Platon prend dans le Phèdre, d'un attelage dans lequel il y a un cocher, ça c'est la raison. Puis il y a un mauvais cheval, enfin c'est pas un mauvais cheval, si c'était un mauvais cheval on le tuerait, on le piquerait, mais c'est un cheval impétueux, c'est un cheval qu'on a du mal à tenir, et puis il y a un cheval plus à l'écoute, voilà. Et avec ça il faut se gouverner. Bon. Et donc c'est pas facile. Et quand Platon compare l'âme des hommes aux âmes divines, il dit, bon, vraiment, les dieux sont à la cool. Parce que pour les dieux, tout ça c'est facile, ils se dirigent sans problème, et donc ils contemplent la vérité sans souci, alors que pour nous, c'est une épreuve que de connaître, que de contempler la vérité, ça n'est pas simple. Bon. Ça n'est pas simple, même pour l'homme, de mener la vie divine, parce qu'il a affaire à cette bête-là qu'il lui faut diriger, gouverner, introduire de la limite. Donc, bon, voilà, alors ça c'est l'anthropologie platonicienne classique, mais elle n'est pas fausse. Qu'est-ce qu'un homme juste? C'est un homme dans lequel le principe supérieur gouverne le principe inférieur à l'aide du principe intermédiaire. Boum. Et ça marche pour la cité. Qu'est-ce qu'une cité juste? C'est une cité dans laquelle le principe supérieur, c'est-à-dire ceux en qui le principe supérieur domine, les philosophes, domine le principe inférieur, c'est-à-dire ceux en qui le principe inférieur domine, les commerçants, les banquiers. Et voilà, donc la cité juste, c'est la cité en qui le principe supérieur domine le principe inférieur. Voilà, si vous commencez à confier le pouvoir aux banquiers, c'est foutu. Il faut confier le pouvoir aux philosophes. Bon. Sinon, c'est le monde à l'envers.
Et c'est bien le rêve de Platon de remettre le monde à l'endroit. Bon, alors voilà, ça c'est l'anthropologie platonicienne classique. Nous participons de l'intelligible pleinement parce que être un homme, c'est avoir un rapport à l'intelligible, et en même temps nous participons aussi pleinement du monde sensible, et entre les deux, nous sommes dans une position, voilà, nous sommes dans une position vertigineuse. Bon. Bien, bien, bien. Mais, comment dire, c'est là où je voudrais passer à ma troisième partie. Platon n'est pas tout à fait ce philosophe qui annonce la définition de l'homme comme cet animal rationnel qui doit faire preuve de raison, être raisonnable et entrer dans une domination de lui-même et du monde. Même si, par bien des aspects, cette philosophie, enfin, cette anthropologie de l'homme animal rationnel destinée à la mainmise sur tous les temps, parce qu'il est complètement mis en lumière, même si tout cela est annoncé par Platon. Et au fond, la philosophie va s'engouffrer là-dedans, c'est-à-dire s'engouffrer dans cette anthropologie de l'animal rationnel, s'engouffrer dans cette mainmise sur les étangs parce qu'ils sont mis en lumière, ils sont saisis dans la visibilité pleine. Et l'idée, c'est cela que je vois, hein, c'est cela que je saisis, même si je la saisis par la contemplation, la théoria, et pas encore tout à fait par la pratique. Hein. Je ne mets pas encore la main dessus, mais on n'est pas loin. Platon échappe à tout ça, il échappe à tout ça, et c'est vraiment un grand auteur pour ça. C'est aussi un philosophe de l'amour, et donc on passe à une troisième partie, dernière. Platon, philosophe de l'amour, Socrate amoureux. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le délire. C'est le délire, c'est la folie, et c'est une folie particulière au fond qui est la folie amoureuse. C'est le délire du désir qui va rendre l'homme à lui-même. Et Platon est cet auteur qui va penser la grandeur de l'éros, du désir. Alors, alors pourquoi, enfin, où ça se fonde, pourquoi, enfin, etc. Alors qu'est-ce qui cause la folie? Qu'est-ce qui cause le délire? Qu'est-ce qui cause ce délire particulier qui me rendra à moi-même, c'est-à-dire qui me rendra à mon essence qui est d'être tourné vers les intelligibles. C'est l'amour. Et d'où vient, ou le désir, et d'où vient le désir? Des beaux corps. C'est-à-dire que chez Platon, les beaux corps, alors attention, les beaux corps, je vois les dames qui se haussent sur leur siège, mais les beaux corps en Grèce, évidemment, prima masculin. Bon. Les dames, c'est pour la reproduction, la transmission du nom. Alors, ça c'est très important. Le beau corps fait naître le désir. On pourrait s'étonner, on pourrait se dire, bon, après tout, la satisfaction de nos instincts pourrait se passer de considérations esthétiques. Mais ce n'est pas le cas. Le beau corps suscite le désir, l'effroi, le saisissement. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Et comment Platon en rend compte? Le bien ne nous émeut pas tant que ça. C'est-à-dire que Platon est un penseur de la transcendance. Ça, c'est aussi pour ça qu'il échappe à ce modèle de l'animal rationnel mettant tout en classification. C'est un penseur de la transcendance, c'est-à-dire que le bien est cette transcendance excessivement lumineuse. C'est-à-dire Platon est un penseur de la lumière, mais aussi un penseur de l'excès de lumière. C'est-à-dire que ce qui est excessivement lumineux, je ne peux pas le saisir. Et le bien reste totalement inconnaissable. Bon. J'ai affaire fondamentalement à quelque chose d'inconnaissable. J'ai affaire fondamentalement à quelque chose qui est immaîtrisable.
Et en même temps, le bien est trop lointain. Et au fond, il m'indiffère ou risque de m'indifférer. Et il en va de même de la justice. Mais le beau, lui, ne m'indiffère pas. Et c'est ce que médite Platon très profondément. Il dit au fond, le beau, qu'est-ce que c'est? C'est le beau en soi, évidemment, c'est l'idée du beau. Eh bien, l'idée du beau condescend à venir nous chercher là où nous sommes, dans notre exil, tournés que nous sommes vers les réalités sensibles. Le beau nous ramène à la contemplation des idées intelligibles, parce qu'il est l'idée intelligible qui se rapproche de nous, qui s'approche de nous, qui nous touche, veut nous retourner, nous transformer, et espère au fond de nous notre conversion. C'est-à-dire le beau, c'est cela, oui, qui vient déchirer, parce qu'il témoigne à la fois de notre destination, la contemplation des idées intelligibles, la vie divine elle-même, et de notre éloignement. Donc elle est à la fois, voilà, il y a une déchirure du beau, il y a un effroi du beau, il y a quelque chose de douloureux dans le beau, parce que le beau témoigne d'une plénitude auquel nous ne participons pas. Voilà. Alors, on cite souvent le vers de Rilke, hein, le beau me dit tu dois changer ta vie, c'est un peu ça chez Platon, oui, le beau témoigne voilà, d'une plénitude dont je ne suis pas et qu'il me faudrait rejoindre. On peut penser aussi à l'expérience du beau comme effroyable, c'est aussi l'expérience comme effroyable et comme insupportable, c'est aussi l'expérience de Rimbaud. Rimbaud qui, dans l'ouverture de la saison en enfer, abandonne la poésie officiellement, quasiment de manière solennelle, en disant voilà, un soir j'ai vu la beauté, je l'ai assise sur les genoux et je l'ai injuriée. Et ça c'est terminé. L'effroi de Rimbaud devant le beau est un effroi effroyable, hein, parce que Rimbaud dit à un moment ému jusqu'à la mort par le murmure du lait du matin. Alors, si vous êtes ému jusqu'à la mort par le murmure du lait du matin, c'est pas facile de vivre. Mais voilà, le congé qui est donné à la beauté chez Rimbaud dans une saison en enfer, Platon en rendrait tout à fait compte, parce qu'il y a quelque chose dans la beauté qui est effroyable et douloureux, encore une fois, voilà, parce qu'elle témoigne d'une plénitude dont nous sommes séparés, et en même temps dont nous sommes nostalgiques. Voilà. Donc, le beau corps, mais attention, chez Platon, vous savez que l'amour est platonique, c'est-à-dire que le beau corps témoigne d'un ailleurs, hein, il faut passer dans une échelle ascendante, hein, du beau corps à la beauté en soi. Et donc je ne mets pas la main sur cela qui me touche, parce que ce qui me touche témoigne d'un ailleurs auquel je suis destiné. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que mon désir se trompe d'objet. Il faut donner à mon désir le véritable objet qu'est la contemplation du monde intelligible. Et attention à ne pas donner à mon désir des espèces de coupes-fins qui vont le désespérer et qui, de toute façon, ne combleront pas sa fin. Donc chez Platon, on a un strict amour platonique, voilà. C'est-à-dire que Socrate ne couchera pas avec Alcibiade, et Alcibiade a beau le poursuivre, non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Cet effroi du beau qui me redonne à ma véritable destination, qui est la destination de la contemplation des intelligibles. Mais, et je me permets une conclusion rapide, ce qui est très beau chez Platon, c'est que le philosophe retourné par la beauté, retourné par le délire amoureux et ressaisissant cela même qu'il a retourné, doit se retourner, c'est-à-dire que remontant du sensible à l'intelligible, il doit revenir dans le monde sensible pour aller chercher ses compagnons. Platon est un auteur politique.
C'est quelqu'un qui, toute sa vie, aura le souci du bien commun de la cité. Ce n'est pas quelqu'un qui va penser un échappatoire hors de la cité vers une contemplation du seul par le seul, mais quelqu'un qui va penser la nécessité de retourner celui qui a été retourné, de retourner celui qui s'est retourné vers la vérité intelligible et de le ramener jusqu'aux compagnons qui furent les siens. Et Platon décrit dans un texte très célèbre et très beau, mais un peu baroque, l'image n'est pas très simple, le texte de la caverne. Le texte de la caverne, c'est l'image de celui qui a été éveillé, libéré, et qui revient chercher ses compagnons de cordée. Et voilà, il revient chercher ses compagnons de cordée, et ça se passe mal. Ça se passe mal, puisque les compagnons de cordée ne comprennent pas tellement ce que... Enfin, les compagnons de cordée, excusez-moi, c'est les compagnons qui sont prisonniers au fond de la caverne. Mais ces compagnons prisonniers au fond de la caverne ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas du tout sortir de là. Et ce brave éveillé qui revient courageusement dans ce monde ténébreux où il ne voit plus rien, où il discerne à peine, où il ne comprend pas tellement ce qui se dit, et qui signale à ses copains que tournez-vous par là-bas, la lumière est dehors, les copains le mettent à mort. Et c'est évidemment, pour Platon, l'annonce, ou plutôt la description du destin de Socrate. Socrate mis à mort par la cité athénienne, quoi. Donc le philosophe dont on aurait le plus besoin est aussi celui dont on se débarrasse le plus prestement. Voilà, et donc là, je dirais que je peux finir là-dessus, parce que la boucle est bouclée, si vous voulez. La philosophie s'affronte à sa négation de bien des manières, dans la sophistique, au fond, qui se fiche du discours vrai, mais qui voudra le discours terrassant qui marche, dans le sceptique qui hausse les épaules, et puis dans la violence des compagnons, des prisonniers du monde de la caverne qui vont mettre à mort l'éveillé. Voilà. Donc là, la philosophie ne va pas de soi. Elle a affaire à son ombre, à sa propre négation, ce qui est une exigence sympathique pour elle peut-être, de devoir se défendre contre ces négateurs. Et au fond, les grands philosophes reprennent le geste platonicien, toujours. Descartes aussi sort d'une grande période et d'une grande crise sceptique où on n'est plus sûr de rien, où on pense que on n'atteindra plus aucune vérité, si ce n'est peut-être dans l'ordre des mathématiques. Kant est totalement traumatisé par le scepticisme de Hume. Husserl, d'une certaine façon, voudrait lui aussi sortir du scepticisme de son époque. Donc, le geste platonicien, peut-on dire, est un geste originaire de la philosophie.